Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer un peu les choses dont je vous ai parlé hier. Je vous rappelle juste la définition du polynôme caractéristique d'un matroïde. Donc, hier, on a vu la définition des matroïdes. Donc ici, on va supposer que c'est de rang R plus 1 sur un ensemble. Donc AE, c'est l'ensemble sous-jacent au matroïde. Et ensuite, j'ai parlé des fermés de M. Et du coup, en fait, on a défini les fermés à partir de la fonction rang. Si on a une fonction de rang, pour vous expliquer ce que c'est. Donc, si on prend un sous-ensemble de E, F est fermé. Ici, il vérifie que si on rajoute un élément E qui n'est pas dans F, alors en fait, le rang va augmenter. D'accord? Donc, c'est là. Et je vous ai expliqué que ça forme un treillis, un possède un ensemble partiellement ordonné, dont l'ensemble vide par inclusion. Donc, ça forme un ensemble partiellement ordonné où l'ensemble vide est l'élément minimum qui vit du coup au niveau 0. Donc c'est un ensemble partiellement ordonné qui vient avec une fonction de rang. Du coup, les éléments de niveau 1, ça c'est niveau 0. Niveau 1, c'est les éléments de E. C'est les éléments de E. Et ensuite, on peut monter. Et là, comme on est de rang R plus 1, on va aller jusqu'au rang R plus 1. Et là, on retrouve l'élément maximum qui est l'ensemble E tout entier qui vérifie effectivement qu'il est enfermé. Et ensuite, j'ai utilisé, j'ai expliqué qu'on peut associer à un possède, on peut définir une fonction de Mobius, qui est une fonction qui est définie sur les paires ordonnées. Et j'ai défini la fonction Mobius, les valeurs de la fonction Mobius sur X comme mu pour la paire mu0x. Et ensuite, à partir de là, on a défini la fonction, le polynôme caractéristique comme la somme sur tous les éléments X de ce fermé, de cet ensemble partiellement ordonné de fermé. J'ai pris la valeur de la fonction Mobius en X et ensuite t puissance le rang de l'ensemble qui est R plus 1 moins le rang de X. Alors la première, du coup en fait on s'intéresse à comprendre le comportement des coefficients de ce polynôme. Et ce qu'on voit déjà c'est que si on évalue sur la valeur 1, ce qu'on va trouver ici, il faut mettre t égale 1, on va trouver juste la somme sur tous les éléments de x, mu de x. Et si j'écris ça comme la somme sur tous les éléments de x entre 1 et 0, mu de 0x, on trouve 0. Donc ça veut dire que 1 est une racine. Et du coup, à partir de là, on peut définir la fonction de Mobius, le polynôme caractéristique réduit, où on divise juste par t-1. D'accord? Donc, j'enlève cette racine parce que c'est à partir de... En fait, il est plus facile de relier les coefficients de ce polynôme à la géométrie. Donc, je vais écrire ce polynôme. Du coup, c'est un polynôme de degré R. Ici, c'est un polynôme de degré R plus 1. Ça va être de degré R. Toujours sur tous les X. Et je vais l'écrire sous la forme moins 1 puissance J, BJ, T puissance R moins J. Et la première réduction, c'est qu'en fait, pour les problèmes de log concavité, il suffit de démontrer la log concavité des coefficients BJ. Parce que, alors je ne vais pas démontrer ça, parce qu'en fait, quand vous avez, il s'avère que la suite BJ est une suite constituée des nombres positifs. Et du coup, ici, on va avoir une alternance de signes. Et du coup, si on regarde FM c'est Fm bar fois T-1. Et T-1 aussi alterne de signes.
Et quand vous faites la somme, vous allez trouver en fait une somme, aussi une alternance de signes, avec une somme des termes qui sont positifs. Et donc en fait, ce produit, c'est un produit de convolution, et il s'avère que le produit de convolution de deux suites log concaves reste log concave. Mais dans ce cas très simple, c'est vraiment très facile. Je le fais dans les notes, c'est deux lignes de calcul pour voir que si on démontre que la suite BJ est log concave, alors on aura le résultat pour le polynôme Fm, le polynôme caractéristique. Donc on va travailler avec ça, et il s'avère que les BJ comptent. BJ en fait sont des nombres, comme j'ai dit, des nombres positifs qui comptent des motifs. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que le temps est restreint, mais il s'avère que le coefficient BJ compte des motifs dans ce poset. D'accord? Ça veut dire que en fait, il y a une interprétation combinatoire de chaînes qui vérifie un certain nombre, une propriété particulière. BJ compte des motifs qui apparaissent dans le treillis, dans le poset défermé du matroïde. Mais l'objectif, en fait, c'est de démontrer du coup la log concavité. But, c'est de vous expliquer la source de la log concavité de la suite B0 PR, d'accord, en reliant à tout ce qu'on a vu hier dans l'exposé de Mathieu. Parce qu'en fait, la source de la concavité, en quelque sorte, c'est ce polynôme de volume mixte associé à deux polytopes. Donc le but, ça serait de chercher deux polytopes, P et Q. D'accord? Alors je vais écrire tel que le volume mixte de P R moins J fois et Q J fois, ça va être égal à BJ. D'accord? Alors, il s'avère qu'en fait, on va pouvoir faire ça dans le cas où le matroïde est défini par une configuration de vecteur, mais c'est un long chemin. À la place de chercher vraiment à trouver deux polytopes, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va plutôt passer à un point de vue dual et on va trouver des éléments. Je vais introduire une algèbre dans laquelle on va définir une notion de polytope. Et ensuite, on va trouver les éléments P et Q, ce sont des éléments de cette algèbre, et le volume mixte, ça sera joué, le rôle de volume mixte, ça va être joué par un produit, en fait, des éléments dans cette algèbre. Et voilà. Donc, le but, ça serait de définir les P et Q en développant une algèbre associée au matroïde. Voilà, mais c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de chercher, d'aller à la source, d'aller piocher dans la source et de trouver, en fait, la source de la log concavité des suites, de cette suite associée au polynôme caractéristique réduit dans la géométrie des corps convexes, des polytopes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais introduire un formalisme basé sur ce qu'on appelle les objets mathématiques qu'on appelle éventails, parce qu'ils ressemblent aux éventails chinois qu'on voit. Vous allez voir la forme, en fait, je vais définir. Et du coup, en fait, le rôle de l'algèbre qu'on va associer, ça va être associé aux éventails. Et il s'avère qu'en fait, on peut associer à chaque polytope un éventail, à chaque matroïde un éventail. Et du coup, le cadre est assez général et assez souple pour pouvoir faire une récurrence et démontrer de manière simple, en fait, l'existence des volumes d'un polynôme de type volume mixte, comme on a défini hier, pour pouvoir décrire la concavité. Donc, du coup, on va sortir pour le moment du cadre des matroïdes, et je vais vous expliquer à chaque fois, en fait, dans les exemples, comment les matroïdes reviennent dans le jeu, et les polytopes aussi. Voilà, donc ça, c'était des rappels, un peu de... Éventail. Qu'est-ce que c'est qu'un éventail? Donc, je vais fixer un espace vectoriel n et je vais fixer l'espace dual, je vais l'appeler M, qui est aussi isomorphe à R puissance n. Et
du coup, un éventail va être une collection de cônes polyédraux dans N. Donc, je vais d'abord définir ce que c'est qu'un cône polyédral. Pardon. Dans N, par définition, c'est une intersection finie de demi-espace vectoriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre un nombre fini de formes linéaires sur Rn, donc des éléments de M, et je vais regarder les endroits où les formes linéaires sont toutes positives. D'accord? Ça, je vais appeler ça un cône polyédral. On va travailler avec les cônes polyédraux qui sont strictement convexes. Et ça signifie qu'il n'y a pas de droite incluse dans le cône. D'accord? Évidemment, à un cône polyédral, on peut associer sa dimension. C'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par le cône. D'accord? Donc, à chaque cône polyédral, on peut associer une dimension. Et comme on a vu hier, on peut définir aussi les faces. Les faces, c'est l'intersection du cône avec les demi-espaces tels que le cône est entièrement inclus dans le demi-espace. Avec un hyperplan tel que le cône est entièrement inclus dans un demi-espace. D'accord? Donc on peut parler des faces. En particulier, on peut parler des rayons. Comment? Il y a une question? J'ai défini les faces comme l'intersection du cône avec un hyperplan linéaire, donc c'est donné par une forme linéaire, tel que le cône soit inclus dans l'un des demi-espaces. D'accord. Et ça s'appelle quoi? Une face. En fait, c'est l'analogue de ce qu'on a vu hier, sauf que hier, les polyèdres, c'était des objets compacts. Ici, c'est des cônes. En fait, on peut imaginer qu'un cône polyédral, c'est un cône sur un polyèdre, un polytope au sens de l'exposé d'hier. On peut parler des rayons qui sont des faces de dimension 1. Et je vais appeler le cône polyédral simplicial. Et ça, simplicial, ça veut dire en fait on a le minimum nombre de rayons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dimension est égale au nombre de rayons. D'accord? Donc pour donner un exemple, les cônes, ça c'est un cône polyédral de dimension 2, il y a exactement 2 rayons, donc il est simplicial. Si je fais un cône de dimension 3, il y a 3 rayons, ça c'est aussi simplicial en dimension 3, mais si je fais le cône sur ça, là j'en ai 4, c'est pas simplicial. D'accord? Donc on va travailler avec les cônes simpliciaux. À partir de maintenant, je vais supposer que tous les cônes sont stricts et simpliciaux. Donc je vais définir ce que c'est qu'un éventail. Un éventail, c'est une collection finie de cônes polyédraux. Donc je ne vais pas écrire simplicieux, cônes polyédraux, qui vérifie les 2 propriétés suivantes. Premièrement, si on a un élément un cône polyédral qui est dans sigma, alors toutes les faces de sigma sont aussi incluses dans la collection. Pour tout taux qui est une face de sigma, taux est aussi dans sigma. La deuxième propriété, c'est qu'il n'y a pas de chevauchement en dehors des faces entre les cônes qui apparaissent dans sigma. Si je prends 2 éléments sigma et eta dans sigma, quand je regarde l'intersection de sigma et eta, ça c'est une face commune de sigma et eta, et donc par la première propriété, elle appartient, donc cette intersection appartient aussi à sigma. C'est tout.
Donc maintenant, je vais donner quelques exemples d'éventails, parce que c'est un peu le rôle. En dimension 1, c'est facile à classifier en fait tous les éventails. Soit la collection est... Alors ici, je dois mettre une collection finie non vide. On ne veut pas travailler avec les collections vides. Alors l'exemple, en dimension 1, soit l'éventail est constitué d'un juste du cône 0, il n'y a pas de... Soit le cône 0 est la demi-droite, positif, ou le cône 0 est la demi-droite, négative, ou le cône 0 et les deux demi-droites. En dimension 2, c'est aussi facile à voir en fait qu'un éventail est donné par une collection de cônes qui se chevauchent pas. Là, par exemple, c'est un éventail de dimension 2. On interdit d'avoir deux cônes comme ça qui vont avoir une intersection parce que l'intersection n'est pas une face commune. D'accord ? Alors, à partir de dimension 3, les choses deviennent plus intéressantes. Et pour nous, en fait, alors le but pour tout les contenus des 3 mini-cours, les éventails qui interviennent, ce sont surtout des éventails qui sont associés au polytope et au matroïde. Donc, je vais vous expliquer comment, à partir d'un polytope, on peut trouver un éventail. Ça, c'est l'exemple. Toujours les exemples. Alors, du coup, je vais prendre un polytope P, qui vit dans M. Alors, ça, c'est une collection finie de cônes polyédraux. Ces cônes polyédraux vivent dans N. Alors, sigma, tous les éléments de sigma vivent dans N. Donc, pour associer un polytope à un éventail à un polytope, on commence par un polytope qui vit dans l'espace dual. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais définir maintenant une collection de cônes associés à P qui vit dans l'espace N, que j'avais appelé sigma P. Cette collection est définie à partir des faces de P. Donc, je vais prendre, c'est une collection finie, sigma F. F, une face de polytope P. Et sigma F, par définition, est constitué de l'ensemble des éléments de N tels que vus comme forme linéaire sur M, ils vont prendre leur maximum partout sur la face F. D'accord ? Donc, N quand on regarde N restreint à P, prend sa valeur max. Sur F. En particulier, N va être constant sur la face F et cette valeur, elle est maximum sur le sol. Alors ici, je vais supposer que P est un polytope de dimension N, c'est-à-dire que c'est P d'intérieur non vide, parce que sinon, je ne vais pas trouver des cônes qui sont strictement convexes. Alors, en d'autres termes, de manière équivalente, je peux définir une fonction h qui est définie sur l'espace N à valeur dans R, qui associe à chaque élément N la valeur maximum de N vue comme une fonction définie sur P. D'accord ? On appelle ça la fonction support associée au polytope. C'est une fonction qui est linéaire par morceau. Et les cônes qui apparaissent ici sont les domaines de linéarité de cette fonction. D'accord ? Comme n c'est défini à partir de max, en fait, on peut vérifier que h est une fonction convexe. H est une fonction convexe. Je rappelle que ça, c'est Rn. Et le domaine, si on regarde les endroits où la fonction elle est linéaire, ça va donner exactement la collection des cônes qui sont définis ici. On appelle ça l'éventail normal du polytope.
Ça, c'est... Alors peut-être que c'est pas... Donc si je regarde par exemple dans R2, alors je vais dessiner... Si j'identifie M et N par un produit scalaire, en fait ce que je vais trouver, c'est... c'est cette décomposition. D'accord. Cette forme linéaire, elle prend sa valeur max ici, elle est constante. Entre les deux cônes ici, entre les deux rayons ici, on a les formes linéaires qui prennent leur valeur max sur le sommet ici. Ça, c'est la décomposition. OK, ça c'est pour polytope. À chaque polytope, on peut associer un éventail. On peut associer à chaque matroïde un éventail. Et c'est ça que je vais prendre un peu de temps pour définir. Donc l'exemple suivant, c'est l'éventail associé à M. Alors comment je vais faire? Je vais regarder le treillis le possède des fermés du matroïde. Je vais les éléments de l'ensemble ambiant, E. Et si je regarde un fermé F, je regarde juste les éléments de E qui sont contenus dans F. D'accord? Donc, si je regarde le trait, donc je vais associer à M un éventail que je vais appeler sigma M. Cet éventail sigma M, il vit dans R, dans l'espace vectoriel qui a la même taille, qui a la même dimension que la taille de E, sauf qu'on va tuer le vecteur 1, 1, 1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter chaque fermé ici par son vecteur caractéristique. Donc, à chaque fermé ici, je vais associer un vecteur qui vit dans cet espace vectoriel. Donc, je regarde un fermé. F, c'est un sous-ensemble de E. À F, j'associe le vecteur caractéristique. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur? C'est le vecteur dans R puissance E qui va avoir des coordonnées 1 partout où il y a les éléments de F. Et toutes les autres coordonnées sont 0. Mais comme j'ai tué ici le vecteur 1, 1, 1, l'élément E, l'élément max, qui est là, qui est l'élément de rang max, je l'ai tué. Parce que 1E, c'est 0 dans cet espace. Et l'élément vide, ça c'est vide. Évidemment, lui aussi c'est 0, il est 0. D'accord? Donc j'ai identifié l'élément min et l'élément max par le vecteur 0 dans cet espace vectoriel. Et tous les autres, tous les autres fermés, j'ai associé à un vecteur qui est non 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des chaînes de... Alors ça, ces vecteurs, je regarde le rayon engendré par ces vecteurs, ils vont donner les rayons de mon éventail. Donc les rayons de sigma M sont donnés par les fermés qui sont différents de E et différents de vide. Donc à chaque fermé, je regarde son vecteur caractéristique, je regarde le rayon positif engendré par ce vecteur. Ça donne les cônes de dimension 1 dans mon éventail. Maintenant, je vais définir les cônes de dimension 2. Ça, c'est aussi facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux fermés dont un est inclus dans l'autre. Je vais regarder les cônes de dimension 2. Pour ça, je vais regarder deux fermés F1 inclus dans F2 et tous les deux propres, c'est-à-dire que c'est différent de vide et de l'ensemble ambiant. Et je vais regarder le cône engendré par les deux vecteurs caractéristiques à F1 et F2. À chaque fois que je vois des inclusions comme ça, je regarde les deux rayons associés aux deux fermés et je le remplis par un cône. Donc ici, je vais prendre R plus 1 F1 plus R plus 1 F2. C'est-à-dire que je vais prendre les combinaisons convexes
du vecteur caractéristique de F1 et du vecteur caractéristique de F2. Bah, on peut continuer. Les cônes de dimension 3, je vais prendre des chaînes d'inclusion de fermées, F1 inclus dans F2, inclus dans F3. Je regarde les vecteurs caractéristiques associés à F1, F2, F3 et je regarde toutes les combinaisons positives, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est quoi la dimension du cône, la dimension maximum des cônes que je crée ici? C'est la taille des chaînes maximales que je vais avoir dans mon poset. Et comme je commence par niveau 0 et je vais niveau 1, niveau 2 jusqu'à niveau R plus 1, mais niveau R plus 1 c'est E. Donc en fait, ça va être jusqu'à niveau R. Donc ça veut dire que la taille des chaînes maximales c'est R, donc je vais avoir des cônes de dimension R. Donc plus généralement pour chaque cas, du coup je prends une chaîne et je fais la même chose ici, R plus 1, F1. Et j'ai défini, en fait, on peut vérifier que sigma m est un éventail. Ça veut dire qu'il vérifie, je ne vais pas démontrer ça, mais ce n'est pas très difficile de démontrer que sigma m forme un éventail. Donc, il vérifie que les faces de chaque cône qui apparaît ici est de la même forme. Pour ça, il suffit de prendre des sous-chaînes de la chaîne que j'ai choisie et ensuite qui vérifie la deuxième propriété, que l'intersection de deux cônes parmi cette collection est aussi de la même forme. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, à chaque polytope, j'ai associé un éventail et à chaque matroïde, j'ai associé un éventail. Alors, il y a une différence entre les deux types d'éventails que j'ai associés parce que l'éventail associé à un polytope, il remplit toujours l'espace. Mais l'éventail associé à un matroïde, il ne remplit pas forcément l'espace. Donc, imaginez que par exemple, ici, la dimension c'est R. On a vu que la dimension était R, mais on peut avoir un matroïde qui a beaucoup d'éléments, 100 millions d'éléments, mais qui est de rang 2. Imaginez de choisir 100 millions de vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2. Le rang va être 2, mais on a beaucoup d'éléments, donc on ne peut pas remplir tout l'espace. Donc ici, en fait, la particularité de ces éventails, c'est qu'ils ne couvrent pas nécessairement tout l'espace. Mais ils vont avoir toutes les propriétés analogues aux éventails, presque toutes les propriétés analogues aux éventails qui sont associés au polytope. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la définition d'un éventail? Ça va? Ok. Maintenant, mon objectif, c'est de définir la fonction volume, parce qu'on a envie de définir les volumes mixtes et tout ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais définir, je vais enrichir la définition d'un éventail en munissant chaque rayon d'un vecteur générateur. Donc, je vais fixer un générateur pour chaque rayon. Et je vais appeler ça, c'est pas un nom qui existe dans la littérature, je vais l'appeler l'éventail muni. Je sais pas si c'est un... muni, c'est parce que chaque rayon est muni d'un générateur. Alors, en fait, peut-être, alors je pense que la terminologie anglophone serait framed, peut-être encadré, mais peut-être cadré, mais je vais l'appeler muni, d'accord? Alors, un éventail muni, c'est la donnée d'un éventail sigma et le choix d'un vecteur générateur que je vais dénoter E zeta pour chaque rayon zeta de sigma. Donc ça veut dire que zeta va être égal à R plus E zeta. Alors je choisis Alors tout ce que je vais raconter, ça va dépendre de ça, mais en fait il y a un isomorphisme canonique qui permet d'aller d'un choix à l'autre. Donc ça, la théorie ne va pas changer.
Alors, je vous avais promis qu'on allait faire un peu de géométrie tropicale. OK? Donc, alors, il s'avère en fait que pour définir la fonction de volume, on doit rajouter une donnée supplémentaire qui permet en quelque sorte d'intégrer les fonctions. On peut voir ça comme une sorte d'intégration une théorie d'intégration de fonctions. On va pas voir, en fait, il n'y a pas une théorie, parce que là, comme j'ai dit, si on regarde un éventail comme ça, on va définir une notion de polytope sur sigma. Sigma m, il n'est pas linéaire parce qu'il ne remplit pas l'espace. C'est constitué des cônes qui vont se coller l'un sur l'autre pour former quelque chose qui va ressembler à un éventail asiatique, mais ça ne remplit pas l'espace. Donc, du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en fait, on est en train de définir une notion de polytope dans l'espace dual. Et pour ça, en fait, on a besoin d'une donnée supplémentaire qui vient de la source de cette donnée supplémentaire vient de la géométrie tropicale. Donc, je vais définir ce que c'est qu'un éventail tropical. Alors, on part de l'Asie pour aller dans les tropiques, mais on mélange les deux et on retrouve quelque chose, une interpellation qui tombe sur l'Europe. Alors, j'ai défini l'éventail muni, et maintenant je définis ce que c'est qu'un éventail tropical. Alors, la source de cette définition est dans la géométrie tropicale, et il s'avère qu'il y a eu une édition des journées XUPS en 2008. Et je pense que le fascicule, il est disponible. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder l'introduction. Le premier cours donné par Ittenberg dans cette édition des journées XUPS. Moi, je vais avoir besoin juste de la définition de base, en fait, de cette géométrie, qui est la définition d'un éventail tropical. Qu'est-ce que c'est qu'un éventail tropical? C'est la donnée d'un éventail sigma, de dimension, donc sigma est un éventail de dimension, on va supposer que sigma est de dimension pure D. Dimension pure, ça veut dire que tous les cônes maximaux ont la même dimension. D'accord? C'est pas quelque chose de... Ça veut dire qu'en fait, on se permet pas d'avoir une situation où on a un cône de dimension 2 ici qui est maximal et un autre cône ici de dimension 1 qui est maximal. Donc tous les cônes maximaux ont la même dimension, donc ça, c'est la notion de pureté de la dimension. Et ensuite, je vais munir les cônes de dimension D. Sigma D, c'est la collection des cônes de dimension D. C'est un sous-ensemble de sigma, c'est une sous-collection de sigma. Je regarde juste les cônes de dimension D. Et je mets la donnée d'une application de sigma D dans l'ensemble des nombres réels strictement positifs. D'accord? Et je demande à cette fonction de vérifier qui vérifie. Alors, c'est un peu le principe fondateur de la géométrie tropicale, la condition d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que la condition d'équilibre? J'ai besoin d'introduire une notation. Ici, j'ai dit que l'éventail sigma, il est muni. Ça veut dire qu'à chaque rayon, on peut associer un vecteur générateur. Donc, je vais prendre un cône quelconque, taux dans ma collection, et je vais prendre un cône qui est de dimension 1 de plus. Donc, ici, j'ai un sigma qui est de dimension 3. Donc, tau est une face de sigma. Comme j'ai supposé que tous mes cônes étaient simpliciaux, ça veut dire que dans sigma, je vais avoir un rayon de plus que tau. D'accord? Je vais introduire une notation, je vais définir le vecteur générateur relatif de sigma par rapport à tau, que je vais appeler comme ça, que je vais noter comme ça. Je vais mettre ça égal à le vecteur primitif le vecteur générateur que j'ai fixé ici pour le nouveau rayon de sigma. D'accord? En quelque sorte, ici, je peux regarder sigma, je contracte tout le cône tau, ce qui me reste est juste ces états, et je vais prendre son vecteur primitif, son vecteur générateur.
D'accord? La donnée des vecteurs associés au rayon permet d'associer des vecteurs associés à des paires de cônes dont la dimension du plus grand est 1 de plus que la dimension du cône plus petit. D'accord? Maintenant, je peux formuler la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, c'est quelque chose qui s'écrit simplement de la manière suivante. Donc, je vais prendre la somme. Je fixe un cône taux de dimension d-1 et je vais faire la somme. Donc, je regarde, ça c'est mon cône taux. Je regarde tous les cônes de dimension d que je vois autour de taux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir taux comme face. Je fais la somme sur tous les cônes de dimension d qui contiennent taux comme face. Alors, à chaque cône ici va avoir un poids qui est donné par cette fonction oméga. Donc, je regarde oméga de sigma et je regarde la somme pondérée des vecteurs E sigma taux. Je fais la somme sur tous les... Donc, ici, je vais regarder chaque générateur ici. Ça, c'est taux. Peut-être qu'il y en a un troisième ici. Si on a assez de place, on peut avoir beaucoup de cônes de dimension d autour de taux. Et si je fais la somme pondérée de ces vecteurs associés aux rayons supplémentaires autour de taux, je vais trouver un vecteur dans mon espace et je demande que ce vecteur soit parallèle à taux. D'accord? Je demande que cette somme soit parallèle à taux. Il ne tombe pas forcément sur taux, mais on demande que ce soit dans l'espace vectoriel engendré par taux, que ce soit parallèle à taux. On appelle ça la condition d'équilibre. Et il s'avère qu'en fait, cette condition, elle est naturelle quand on regarde la tropicalisation des variétés algébriques. Donc, je n'ai pas le temps de faire un cours sur la géométrie tropicale, mais si vous avez vraiment envie de voir, je vous conseille vivement le texte des journées XPS. Parallèle à tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur, il tombe dans l'espace vectoriel engendré par taux. Oui. D'accord? Et ça, c'est pour tout taux, pour tous les cônes de dimension d-1. Alors, il s'avère que cette condition, elle est... Alors, du coup, je dois vous donner quand même des exemples d'éventails tropicaux. Et vous allez deviner, en fait, que tout ce que je vous ai présenté, les éventails associés au polytope et les éventails associés aux matroïdes sont tropicaux. D'accord? Donc, on est vraiment dans le monde des éventails tropicaux. Alors, peut-être que je vais commencer par les polytopes. Alors, à chaque polytope, du coup, j'ai associé son éventail normal. Donc, je prends exemple. Donc, P est un polytope qui vit dans l'espace dual à n, M, qui est de dimension n. Ok, donc je dois dire en fait quel est le poids, quelle est la valeur de la fonction oméga. Je veux définir donc sigma associé à P, c'est de dimension n. Donc, je dois regarder les cônes de dimension n dans sigma et je dois associer à chacun un nombre positif et strictement positif. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je regarde un cône de dimension n dans sigma. Il est engendré par n vecteurs. Donc, je peux regarder le déterminant de ce vecteur. Je regarde le déterminant de la matrice définie de n fois n donnée par les coordonnées de ces vecteurs générateurs. Je calcule le déterminant. Je regarde la valeur absolue, moins 1. D'accord? Et si vous faites ça, en fait, c'est pas compliqué de voir que ça donne quelque chose qui est équilibré. L'idée, c'est qu'en fait, dans le cas de sigma n, à chaque face de dimension n-1, on peut trouver exactement deux cônes de dimension n, un qui est dans l'un des demi-espaces, défini par l'hyperplan de cette face, et l'autre qui est dans le demi-espace opposé. Donc il va y avoir exactement deux, et on a fait de sorte que quand on multiplie le vecteur primitif ici par ce déterminant, par cette valeur, on trouve exactement deux vecteurs qui vont être opposés, l'un par rapport à l'autre. Donc ça va donner la condition d'équilibre.
Donc il faut diviser par une sorte de fonction de volume en fait associée au vecteur qu'on a défini pour retrouver la condition d'équilibre. Alors pour le cas des éventails, les éventails associés aux matroïdes, c'est encore plus simple. On va prendre la fonction oméga qui est égale à 1 partout. D'accord? Et pour se convaincre que c'est... et le vecteur, d'abord il faut dire qu'est-ce que c'est que le vecteur, comment on munit... alors peut-être que je vais effacer ici. Désolé, je vais continuer avec mes exemples ici. Donc maintenant, si je prends M à matroïde, j'ai associé un sigma M. La définition est ici. Les cônes de sigma M sont donnés par le cône engendré par les vecteurs caractéristiques associés au fermé du matroïde pour des chaînes de fermé. D'accord? OK? Et en fait, par définition, c'est un éventail qui est muni. Parce que j'ai choisi pour chaque rayon un vecteur générateur qui est le vecteur caractéristique associé à F. Et pour voir que c'est un éventail tropical, en fait, il y a un choix naturel et c'est presque en fait, c'est à une constante multiplicative près, c'est le seul choix. C'est la fonction 1. On associe à tous les cônes maximaux de dimension R la valeur 1. Et pour voir c'est équilibré, ça vérifie la condition d'équilibre, c'est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un cône de dimension R-1? C'est le choix d'une chaîne de taille R-1. D'accord? Donc, je vais prendre le cas où on commence par F2. On va jusqu'à FR. Et chaque FJ est de rang J. C'est-à-dire que j'ai choisi F2 au deuxième rang, F3 de troisième rang. Donc, il manque, pour compléter ça, pour voir les cônes autour de ça, il faut compléter cette chaîne pour trouver une chaîne de dimension d'une chaîne de taille R, ça veut dire qui va donner un cône de dimension R. Donc pour ça, il faut rajouter un élément ici. F1 qui est choisi au premier niveau. Et comment on va faire? Il faut faire le choix d'un vecteur ici. D'accord? Et regarder tous les vecteurs dépendants. Il n'y en a pas. Donc si on suppose que les vecteurs ils ne sont pas parallèles, les vecteurs de E ne sont pas parallèles, il suffit juste de choisir F1, ça va être juste un singleton. D'accord? Et maintenant, si on fait la somme des vecteurs caractéristiques associés au singleton, la somme totale, ça va être exactement 1 de F2, qui est parallèle au cône engendré par F2 jusqu'à FR. D'accord? Encore une fois, si j'appelle ça taux, le choix de sigma, ça revient à compléter la chaîne pour trouver une chaîne maximale de taille R. Donc pour ça, je dois faire le choix d'un F1 fermé qui est contenu dans F2, qui est de rang 1. Donc ça revient à choisir un vecteur dans F2. Et le E sigma taux, c'est exactement le vecteur EI pour l'élément I que j'ai ajouté. Quand je fais la somme de tout ça, je dois faire la somme des EI. Et quand je fais la somme des EI, je vais trouver exactement la fonction caractéristique de F2. D'accord? Et c'est la preuve, en fait, que ça vérifie la condition d'équilibre. Donc, en fait, les éventails associés aux matroïdes sont aussi tropicaux. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc, maintenant, on a un cadre, en fait, assez général pour encoder à la fois la théorie des polytopes, sans avoir les polytopes, parce qu'on travaille dans l'espace dual. On est sorti, en fait, de l'espace où les polytopes vivaient pour aller dans le dual et pour faire tout dans l'espace dual. Et aussi la théorie des matroïdes, parce qu'à chaque matroïde, on a associé un éventail tropical. OK, maintenant, dans les 15 minutes qui me restent, je vais vous expliquer un peu comment on peut développer un peu cette notion de volume mixte dans le contexte d'un éventail, en introduisant en fait toutes les données algébriques, parce que pour définir le volume mixte, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le choix d'un nombre de polytopes et on a fait une dilatation du premier polytope, plus une dilatation du deuxième polytope, plus une dilatation du troisième, ainsi de suite. On a fait la somme de Minkowski, on a calculé le volume. Et on a dit, Mathieu il va démontrer, je pense, ce résultat dans le cas des polytopes, que ça va être un polynôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cadre algébrique derrière tout ça, derrière toute la somme et le calcul du volume,
qui permet de démontrer que c'est un polynôme. Et donc, je vais vous présenter le cadre algébrique dans un cadre associé aux éventails qui est peut-être un cadre qui est un point de vue complémentaire à ce que Mathieu il va raconter. J'espère. Okay. Donc, je repose la question, est-ce qu'il y a des questions sur les éventails et les éventails tropicaux? Ça va? Oui. Ah, c'est une très bonne question. Alors, j'ai déjà imposé que oméga, ici, doit être strictement positif. Ouais. Et la réponse est non pour cette... Mais si on demande juste l'existence d'un oméga qui vérifie... En fait, on peut mettre 0, si on met 0 par nous. Mais c'est une très bonne question, en fait, parce qu'on peut regarder l'espace des fonctions qu'on peut mettre comme ça. Et il s'avère que ça forme un espace vectoriel parce qu'on peut les additionner, les multiplier par des scalaires. Et ça va être lié au point de vue algébrique que je vais définir. Et je rappellerai à faire le point, de dire exactement à quel point ça va être relié. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir en fait un point de vue algébrique. Alors, pour des raisons de lien avec la géométrie algébrique, cette algèbre, on va l'appeler l'algèbre de Zhou. Zhou, c'est le nom d'un mathématicien chinois qui a fait beaucoup de choses en géométrie algébrique autour des sous-variétés des variétés algébriques. Donc, parce qu'il a défini un anneau associé à toute variété algébrique qui porte son nom. Ici, ça, on peut le voir comme l'avatar combinatoire des algèbres que lui, il a introduites et qu'il a étudiées. C'est pour ça qu'on va l'appeler algèbre de Zhou. D'un éventail. Alors pour ça, j'ai pas besoin de tout de suite de supposer que l'éventail est tropical, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le cas tropical, parce que j'ai envie d'introduire la fonction volume. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le volume. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'algèbre de Zhou d'un éventail muni. Donc, je suppose que j'ai un éventail sigma qui est muni. Ça veut dire que chaque rayon zeta est muni d'un vecteur primitif E zeta. Et je vais définir, je vais lui associer une algèbre qui va encoder toutes les données toutes les opérations algébriques liées au volume. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder une algèbre de polynômes multivariés. Donc je regarde. À chaque rayon, je vais associer une variable. Alors, c'est une algèbre gigantesque. Et je vais mettre deux relations très simples qui concernent les monômes ici. D'accord? Donc, je vais du coup prendre le quotient de cette algèbre, cette grande algèbre de polynômes, hein, parce qu'il y en a autant de variables que le nombre de rayons, par deux relations très simples, que je vais appeler la relation de type I et la relation de type J. Ce sont des idéaux, en fait. Il faut voir ça. I, ça va être un idéal dans cette algèbre, et J, ça va être un idéal, et ça, c'est l'idéal, la somme des deux. Alors, la relation I, ça va encoder l'idée que on peut avoir des cônes qui vont pas former des rayons qui vont pas former un cône. Ça va encoder la combinatoire de sigma. D'accord? Je prends une collection de rayons. Si les rayons ne forment pas un cône, leur produit doit être 0, parce que je dois encoder en quelque sorte la combinatoire. Donc je vais dire que x zeta 1, x zeta k égale 0 si ne forme pas un cône. D'accord? Donc je vais avoir plein de monômes qui vont s'annuler. Évidemment, ici, en fait, je prends tous ces monômes, je regarde l'idéal engendré par ces monômes, parce que j'ai envie de quotienter. Mais je l'écris sous la forme d'une relation, dans l'algèbre quotiente. Et l'idéal J, elle est très simple, en fait. Je tue toutes les combinaisons linéaires des variables ici, qui sont des données par une fonction linéaire sur l'espace, par une forme linéaire sur l'espace. Donc, je prends une combinaison de la forme M, le vecteur primitif
A zeta, x zeta. Cette somme, du coup, c'est une somme, c'est un polynôme homogène de degré 1. Et autant, je vais avoir autant de relations que les éléments de M, l'espace dual. Donc ça, sigma est un éventail dans N. Donc, ça, c'est Rn. Ça, c'est une forme linéaire. Ça, c'est N dual. D'accord? Donc, il va y avoir, en fait, deux types de relations très simples. Et il s'avère, en fait, que j'ai tué presque tous les éléments. Il va me rester, après ces deux relations très simples, je vais avoir une algèbre finie, de dimension finie. Ah, ça va être égal à 0, oui. Merci. Alors, si vous avez vu un peu de géométrie algébrique, ça revient à dire qu'on définit une équivalence linéaire. Les x zeta correspondent à des sous-variétés de codimension 1, s'il y avait une variété algébrique. Et ça, c'est le diviseur d'une fonction rationnelle définie sur ça. Donc ça, c'est vraiment la relation qui vient de la théorie de Chow. Et ensuite, ça, c'est juste le fait qu'en fait, il y aura ces sous-variétés associées au rayon, ne s'intersectent pas, donc le produit d'intersection est 0. Mais pour ça, en fait, pour la théorie combinatoire, on peut faire vraiment tout avec ces deux types de relations, la combinatoire de ce type de relation. OK. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément de A1? Alors, en fait, ici, déjà, l'élément... Alors, ce que je vais trouver, je vais appeler ça A, l'algèbre A de sigma. J'ai mis un point ici parce qu'en fait, toutes les relations que j'ai mises sont des relations homogènes. Donc, je vais retrouver une algèbre qui est graduée. Donc, je peux écrire A sigma sous la forme A0 plus A1. Alors, A0, c'est très simple. C'est les polynômes homogènes de degré 0. J'ai tué aucun. Donc, je vais trouver A0, c'est R. C'est les constantes. Je ne les ai pas tuées. A1, c'est quoi? J'ai tué les combinaisons des variables x, zeta données par une forme linéaire sur l'espace. Donc, en fait, A1, qu'est-ce que c'est que les éléments de A1? C'est des combinaisons de la forme A, zeta, x, zeta. Ici, c'est la somme sur des rayons, d'accord? Parce que c'est des polynômes homogènes de degré 1 dans cette algèbre de polynômes. Et j'ai tué M, d'accord? Par association à chaque élément de M, on associe cette combinaison. Alors, en fait, le point de vue intéressant, c'est de voir cette combinaison comme le choix d'une valeur A zeta associée à chaque vecteur générateur du rayon. De cette manière, je peux interpoler à l'intérieur des cônes et de voir cette combinaison comme une fonction qui est linéaire par cône, définie sur zeta, sur sigma. D'accord? Donc en fait, chaque terme ici, je peux le voir comme une fonction f qui est définie sur sigma à valeur dans R qui est linéaire par cône. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que je regarde le coefficient que j'ai mis pour x zeta, j'associe cette valeur au vecteur générateur du rayon, ensuite j'étends par linéarité à tout le rayon. Si j'ai un cône qui est formé de deux rayons, je fais l'interpolation linéaire à l'intérieur. Quand j'ai des cônes qui sont simpliciaux, je peux toujours faire l'interpolation linéaire pour étendre la fonction sur l'éventail. Et de cette manière, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les fonctions linéaires par cône dans sigma et j'ai tué toutes les fonctions linéaires. D'accord? Et il s'avère en fait que c'est la même... pour les autres degrés, ça va être les fonctions polynomiales par cône, modulo tout ce qui est le produit d'une fonction linéaire et les fonctions polynomiales de degré 1, 2 moins. Donc en fait, il y a cette interprétation. OK, maintenant ce que je... Alors, en fait, le théorème de base dans cette théorie, c'est que, premièrement, en utilisant ces deux relations, on peut démontrer que A sigma est engendré par des monômes sans carré
Ça veut dire que c'est des monomes qui s'écrivent de la forme xzeta1 fois xzeta2, xzeta3 jusqu'à xzk pour zeta1, zeta2, zk distincts. Et ils doivent former un cône dans sigma, sinon leur produit est 0. D'accord? Et du coup, quelle est la conséquence de ça? C'est qu'en fait, au-dessous de la dimension de degré, la dimension de sigma, il n'y aura pas de terme. Parce que tous les termes vont avoir un carré. En fait, du coup, il faut les écrire sous la forme de quelque chose qui est sans carré, c'est impossible. Donc ça va impliquer que A sigma s'écrit de la forme A0 plus A1 plus AD. Et maintenant, ça, c'est dans le cas tropical. Dans le cas où l'éventail tropical, la fonction oméga qui vérifiait la condition d'équilibre va induire quelque chose qui va ressembler à un volume sur AD. Donc, ça va donner une application de AD vers R. Alors, cette application, elle est très simple. On va regarder un produit. Du coup, on utilise le premier. Chaque élément de AD, c'est un produit non nul des variables toutes distinctes. C'est-à-dire xzeta1, xzd. Et zeta1, zd doivent former un cône de dimension d, parce que sinon leur produit est 0. Et à ce cône de dimension d, j'ai associé un oméga. Donc je vais envoyer ce monôme à oméga de sigma ou sigma et le cône engendré par zeta1 plus zd. D'accord? Donc, le fait d'avoir quelque chose de tropical implique que cette fonction, elle est bien définie. En fait, toutes les relations sont satisfaites par cette fonction, par cette association des nombres oméga à chaque. Et là, je reviens sur la question. Si on en prend n'importe quel poids, n'importe quelle fonction, pas nécessairement définie sur sigma d, pas nécessairement positif, strictement positif sur sigma d, on va toujours avoir une fonction bien définie sur AD. Et donc, en fait, la dimension de l'espace de toutes les fonctions qui vérifie la condition d'équilibre, c'est la dimension de AD. Donc, en fait, cet espace est le dual à AD. Il y a une dualité entre les fonctions qui vérifient la condition d'équilibre. Voilà. Donc, j'ai commencé 2 minutes plus tard. Ok, d'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, maintenant, j'ai une algèbre qui est fine, de dimension finie, graduée, A0, A1, AD, et j'ai récupéré aussi d'une fonction qui va jouer le rôle de la fonction volume pour moi. Donc, je vais appeler ça degré. Mais en fait, je pourrais bien l'appeler aussi volume. Ok, c'est vraiment l'analogue de volume, et je fais le lien tout de suite avec la fonction volume. Alors, c'est un peu la fin de la preuve de la concavité. Donc, je dois énoncer en fait les propriétés qui m'intéressent. Alors, ces propriétés, je vais leur donner un nom. Oui. Alors, tropical. OK. Alors, c'est dans le monde tropical, en fait. C'est un bout, en fait, d'une théorie des propriétés kählériennes dans le monde tropical qui concerne les éventails. Et du coup, je vais les annoncer et après, je vais vous expliquer comment on peut utiliser ça pour démontrer la concavité. Tout d'abord, je dois définir l'analogue des polytopes dans ce contexte. Et je vous ai expliqué qu'un polytope donnait naissance à un éventail, mais aussi d'une fonction convexe, dont le domaine de linéarité, c'était exactement les cônes de l'éventail. Donc, comme on ne peut pas définir les polytopes sur les éventails, on va définir les fonctions sur l'éventail et on va les voir qui sont convexes et on va les appeler les polytopes, l'analogue des polytopes. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais définir l'espace des polytopes, ou l'espace, en fait, c'est un cône kählérien associé à sigma. C'est l'espace des fonctions h, définies sur sigma à valeur dans R, linéaire par cône, et strictement convexe
autour de chaque Alors, qu'est-ce que c'est que strictement convexe? La stricte convexité, en fait, vous pouvez le définir à partir de l'existence d'un hyperplan support pour le graphe de la fonction. Et il s'avère qu'on peut faire la même chose ici. Donc, je vais donner la définition ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il existe une fonction linéaire m dans m, donc telle que m sur tau est égal à la restriction de h sur tau. Je sais que h est linéaire, donc je peux trouver une fonction linéaire, globalement linéaire, qui donne h, et m, c'est la fonction qui va définir du coup l'hyperplan support. Et je vais demander que h moins m restreint à sigma moins tau soit strictement positif pour tous les cônes sigma autour de tau. C'est la condition de convexité. D'accord? Il se peut qu'il n'y ait pas de fonction strictement convexe sur un éventail. Donc on va travailler avec les éventails tropicaux qui admettent des éléments strictement convexes. En particulier les éventails associés au polytope vérifient ça, et les éventails associés au matroïde vérifient aussi ça, l'existence des fonctions. Donc on va supposer que K sigma est non vide. Et comme je vous ai expliqué, les éléments de A1 sont en bijection avec les fonctions linéaires par cône modulo les fonctions linéaires. Et il s'avère que j'ai défini les éléments ici comme les fonctions linéaires par cône. Alors je peux regarder modulo les fonctions linéaires et je peux voir K sigma comme un sous-ensemble de A1. Et cette condition, elle est ouverte. Donc en fait, si K sigma est non vide, je peux voir K sigma comme un cône ouvert dans A1. OK? Et du coup, ça, on va l'appeler le cône des polytopes, ou le cône ample, en fait, le cône keylérien, des éléments keylériens. Alors maintenant, tout de suite, je peux définir la fonction volume mixte. Alors, je me donne des éléments alpha 1, alpha k dans k sigma. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder lambda 1, alpha 1, plus lambda k, alpha k. Je fais puissance la dimension de sigma. Je trouve un élément de AD. D'accord? J'ai pris alpha 1, j'ai dilaté avec lambda 1 positif, j'ai plus alpha 2 dilaté avec lambda 2, ainsi de suite, et je calcule le degré. Ça va me donner une expression qui est familière, donc ça va donner en fait le degré, donc ça va donner des polynômes lambda I1, lambda ID avec le degré des alpha I1, alpha ID. D'accord? Donc ça va donner exactement le polynôme qui apparaissait hier dans le calcul des volumes mixtes. Et on a envie de dire en fait qu'on vérifie l'inégalité d'Alexandrov-Fenchel dans ce contexte. Pardon. Ce qui est faux pour les éventails tropicaux quelconques, mais on va travailler avec les éventails tropicaux qui vérifient les propriétés géométriques qu'on appelle les propriétés keylériennes. Et je vais juste énoncer ça et j'arrête. Ok, donc en fait, alors on dit que je vais mettre en propriété keylérienne. On dit que le cône, donc l'éventail tropical sigma oméga vérifie PK si, premièrement, si on regarde l'accouplement entre AK et AD-K dans R, alors, en fait, j'ai une algèbre A0 jusqu'à AD, et j'ai une application degré qui va de AD dans R. Donc, je regarde l'accouplement qui consiste à prendre un élément ici, un élément ici, et de prendre le produit. Donc, le produit de ces deux éléments, ça va être un élément de AD, et je regarde le degré. Ça va donner un élément de R. La première propriété qu'on demande, c'est que cet accouplement soit un accouplement non dégénéré. C'est-à-dire qu'il va mettre en dualité les éléments de AK et AD-K.
Donc ça, c'est l'analogue de la dualité de points carrés pour les espaces topologiques, pour les variétés topologiques orientables. D'accord? Ça, c'est la dualité de points carrés. Je ne vais pas donner le nom tout de suite, parce que je n'ai pas le temps de... Donc du coup, en fait, si la propriété 1 est vérifiée, la dimension de AK va être égale à la dimension de AD-K. Et la deuxième propriété, c'est une propriété beaucoup plus fine, qu'on appelle la propriété de Lefschetz, difficile, et ça dit que pour tout élément L, donc ici je vais supposer que K sigma est non vide, pour tout L dans K sigma, la multiplication par D moins 2K, je dois avoir K inférieur ou égal à D sur 2, ça c'est la multiplication qui va de AK dans AD-K qui envoie A sur LD-2K A, c'est un isomorphisme. D'accord? On appelle ça la propriété de Lefschetz. On demande que cette propriété soit vérifiée. Et la troisième propriété, c'est sur la signature de... C'est l'analogue d'un théorème qui porte le nom de Hodge, le théorème d'indice de Hodge, qui dit que si on regarde la forme binaire AK dans AK, à valeur dans R, qui consiste à prendre deux éléments A et B ici, de regarder leur produit. Donc ici, je suppose toujours que K est inférieur ou égal à D sur 2. Et multiplié par L D moins 2K. Donc A fois B, ça va être un élément de degré 2K. Avec ça, je vais tomber dans AD et je peux appliquer l'application degré. Cette application, elle va avoir une signature qui est donnée uniquement à partir de la dimension des AK. Alors en fait, la meilleure manière de dire, c'est que si on multiplie ça par moins 1 puissance K, cette forme bilinéaire, elle est positive sur le sous-espace PK de AK qui est défini comme le noyau de la multiplication par D moins 2K plus 1 de AK dans AD moins K plus 1. Donc, par la première propriété, l'application multiplication par L puissance 2 D moins 2K, ça donne un isomorphisme. Donc, si on applique encore une fois pour aller de AD moins K dans AD moins K plus 1, souvent on trouve un noyau, et ça, on appelle ça la partie primitive de l'algèbre. Et on demande que cette forme soit non dégénérée. Alors, maintenant, la propriété... c'est que si on a alors le théorème, c'est que si on a les propriétés keylériennes, alors la fonction volume qu'on vient de définir ici, elle est loconcave. Donc, ça veut dire que ce polynôme, c'est un polynôme multivarié, et il va être loconcave au sens du troisième mini-cours, du troisième exposé d'hier, et il vérifie l'Alexandrov-Fenchel. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, on a l'analogue de la théorie des volumes mixtes et polytopes dans ce contexte associé au sigma, et il s'avère que les éventails associés au polytope vérifient ces propriétés. Ce sont des éventails tropicaux, ils vérifient ces propriétés, et les éventails associés au matroïde vérifient ces propriétés. OK? Alors, je vais juste dire un mot sur comment on démontre ces propriétés. Alors, le contexte est tellement souple, parce qu'on a généralisé tellement que c'est facile maintenant de démontrer ça par une récurrence. Alors, c'est pas évidemment, ce théorème, en fait, le théorème que les éventails associés au matroïde vérifient ses propriétés, c'est le théorème principal de l'article d'Adi Prasito et Katz, et la preuve, elle est compliquée. Mais avec Mathieu, on a trouvé une preuve plus simple qui consiste à regarder cette généralisation et de regarder les éventails qui sont définis avec trois opérations simples qu'on peut faire sur les éventails tropicaux. Le produit, si on prend deux éventails tropicaux, leur produit est aussi un éventail tropical. La subdivision d'un cône. Si on prend un éventail tropical, on subdivise un des cônes, ça reste toujours tropical. Et une autre
une autre opération qui s'appelle la modification tropicale, alors qui est un peu plus compliquée. Il faut faire un peu d'analyse complexe tropicale pour définir cette opération. Alors, dans les notes, j'explique comment ça se définit. À partir de ces opérations, on peut commencer par l'exemple de dimension 1, la droite de dimension 1, faire ces opérations. Tous les éventails qu'on va trouver à partir de ces opérations vont rester à part. La modification tropicale, il faut faire attention, il faut que le centre de la modification tropicale soit aussi dans la collection, mais il y a une condition à mettre. Si on applique ces opérations, on reste toujours parmi les éventails tropicaux qui vérifient les propriétés kählériennes. Et il s'avère que les éventails associés au polytope et les éventails associés au matroïde sont construits à partir de la droite en faisant ces 3 opérations. Donc en fait, on peut donner une démonstration assez directe des propriétés kählériennes. Voilà, je vais arrêter mon exposé. Merci, désolé pour avoir dépassé le temps.